il y a aussi la conscience, assez rapidement, que ce qui, soudain, bougeait la vie, quoi, remuait le réel, c'était une heure de concentration accordée à une page blanche, et puis de prendre le temps, le soin de choisir des mots, de composer des vers. La vie, c'est du théâtre. On cherche ses mots, on joue un rôle, on tombe le masque, on trébuche, on se relève, on recommence. À chaque fois, c'est une nouvelle fois. À chaque fois, il se passe quelque chose. Ce matin de septembre, j'ai bafouillé beaucoup en face de Fabrice Melchior. Avec bienveillance, il a recommencé. La veille, il présentait à la librairie son premier roman, Écoutez les sirènes, publié chez Actes Sud. Son premier roman, mais pas son premier texte. Depuis longtemps, c'est dans l'écriture de pièces de théâtre, de poèmes, de chansons qu'il trace son chemin. Quand je l'ai rencontré, j'avais 20 ans et une trouille bleue de lui adresser la parole dans les couloirs du théâtre de la Commune où il venait présenter une de ses pièces. Je lisais, seul le soir, à voix haute, les mots qu'il offrait à ses personnages et je me disais qu'un jour, un texte nous mettrait sur la route l'un de l'autre. 20 ans plus tard, je le retrouve à la librairie pour parler de son roman, un road trip américain sur fond de Leonard Cohen, de chansons et de secrets. Discuter avec Fabrice Melchior, c'est entendre des histoires tissées de fidélité et de poésie, de voyage et d'écriture, de recommencement. Pour ce nouvel épisode des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, j'offre ce cadeau à celle que j'étais à 20 ans, un rendez-vous avec Fabrice Melchior, et ça valait le coup d'attendre. Mes réponses, on est bien d'accord, hein, le nombre de valeurs que ce matin, à cet instant. Exactement, au moment T où on les dit, c'est dans 5 minutes. Je verrai demain, je changerai d'avis, sans aucun doute. Alors, est-ce que tu peux me dire, Fabrice, où sommes-nous et pourquoi est-ce qu'on se voit ici ? Nous sommes dans un café, qui est un café qui s'appelle La Seine, mais c'est pas tout à fait pour ça que j'ai choisi ce café, c'est parce que je le connais depuis longtemps. Ce café a été un café familial en fait pendant longtemps, et ce café a été tenu en fait par mon oncle et deux de mes tantes, et puis ma cousine, Marie-Christine. Voilà, j'ai travaillé ici en fait quand je suis arrivé à Paris en 1990 pour suivre du cours de théâtre. Qu'est-ce que c'est lire pour toi ? Non, mais c'est très difficile pour moi d'évoquer la lecture sans évoquer l'écriture, parce qu'au fil du temps, mon rapport à la lecture a été quand même complètement tordu par la pratique quotidienne de l'écriture. Les lectures sont des lectures orientées pour la plupart, qui pour moi en tout cas sont corrélées au travail d'écriture. Et la conséquence, c'est que le choix des livres que je lis est guidé par les paysages, les sujets autour desquels j'écris. Ce qui est plus difficile, parce que en fait, j'ai le sentiment de réapprendre un peu là avec la publication du roman, par exemple, c'est que pendant des années, j'ai lu très peu de romans. Je lis essentiellement du théâtre, de la poésie et des essais. Voilà, c'est essentiellement ce qui m'a nourri jusqu'à présent. Mais là, je retrouve un plaisir d'une lecture qui est plus au long cours, mais je suis toujours rattrapé par un œil qui est l'œil de celui qui travaille tout le temps. Et qu'alors lire pour moi c'est vraiment m'attacher, il n'y a pas il n'y a pas d'abandon, c'est très difficile. Je veux dire, il n'y a pas de lâcher prise. Et ça c'est un deuil. C'est pour moi, oui, ça pour moi c'est difficile ça. C'est difficile à accepter, de ne plus réussir à être juste embarqué sans chercher dans ce que je lis quelque chose qui serait de l'ordre d'une clé, quelque chose d'utile. C'est terrible, hein, mais c'est terrible à dire. Tu as besoin de trouver quelque chose qui nourrisse ta recherche. Quand je suis face au livre, je ne me dis pas ça. Pas toujours, sauf quand vraiment je choisis des livres qui pour moi sont vraiment des livres de travail, quoi. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui opère malgré moi, en fait. Qui opère vraiment malgré moi. Mais alors, revenons en arrière et au tout début, ton premier rapport au livre, tes premières expériences de lecteur, peut-être enfant ou adolescent, est-ce que tu te souviens de par quoi ça a commencé ? Oui, mais qui n'est pas lié pour moi à la lecture. C'est que moi j'ai commencé à écrire quand j'étais enfant parce que j'étais un enfant embarrassé, encombré, timide.
pas à l'aise dans son rapport aux autres. Et que la rencontre avec l'écriture s'est faite de manière très simple, c'est que des choses que je n'arrivais pas à dire, aux gens autour de moi, j'écrivais des petits mots. Et c'était pas pour toi? Non, pas un journal. C'était vraiment des petits mots que je donnais pour dire des pensées, des idées que j'avais, des choses que j'arrivais pas à partager autrement. Les petits mots se transforment en poèmes. Et il y a un épisode, quand j'étais enfant, dans ma ville, à Modane, j'ai été à l'école maternelle et à l'école primaire avec une même fille, voilà, qui s'appelle toujours. Camarade de classe qui était avec toi tout le temps? Oui, Nathalie, voilà, dont j'étais amoureux depuis la maternelle. Et quand je suis entré en 6e, j'ai organisé une fête pour mon anniversaire. Boum. Boum, voilà, pour les jeunes gens qui nous écoutent, c'était les boum. fêtes de l'époque. Voilà. Et j'ai invité des camarades de classe et j'ai invité Nathalie. J'avais scotché sur le mur de ma chambre plusieurs poèmes, donc un poème dont le titre c'était Nathalie. Donc c'était le grand moment le grand courage de la préadolescence. C'est hyper beau de faire ça en 6e. Vraiment, les petits garçons en 6e aujourd'hui, ils font pas ça. Oui, mais je mesure aujourd'hui l'inconscience. Donc la fête est organisée, les camarades arrivent et puis voilà, de la musique. J'ai mis des spots de couleurs là pour l'ambiance. Et puis je vois mes camarades qui vont tour à tour lire les poèmes et qui évidemment tombent sur le poème intitulé Nathalie. C'était une déclaration d'amour? Ah oui, c'est un poème très explicite. D'accord. Et puis voilà, il se moque de moi, évidemment aussi, oui, bah oui. Et Nathalie va lire le poème et puis non, silence glacial. Et j'ai un souvenir moche évidemment de l'après, ça, de la nuit, on passe, on se dit c'est pas grave, t'as essayé et puis ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça, mais au moins tu l'as fait et t'es fixé. Et puis le lendemain, quand j'étais à l'école, là il y a Caroline qui était dans notre classe, qui était l'amie de Nathalie. Caroline qui vient vers moi et puis Caroline elle me dit voilà, je viens de la part de Nathalie, elle a lu ton poème, en fait elle voulait te dire qu'elle aussi elle est amoureuse de toi mais elle n'a pas osé hier et voilà, elle serait d'accord pour... Et là mais ça a été un épisode important, pas seulement pour la reconnaissance d'une sorte de tendresse, d'affection mutuelle. Mais il y a aussi la conscience, assez rapidement, que ce qui, soudain, bougeait la vie, quoi, remuait le réel, c'était une heure de concentration accordée à une page blanche, et puis de prendre le temps, le soin de choisir des mots, de composer des vers, en essayant de se rapprocher au plus près de ce qu'on ressent pour la personne, que c'était ça qui avait bougé les choses. Il y a vraiment quelque chose de la découverte, du pouvoir de ce que c'est que l'écriture à ce moment-là. Pour autant, je ne suis pas devenu un lecteur dans ces années-là. J'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas de livres, il y avait une radio. Alors, voilà, il y avait une radio et donc c'est pour ça sans doute que la chanson a pris une place aussi dans ce que j'écris, qu'aujourd'hui j'écris aussi des paroles de chansons, que voilà, ma fréquentation des mots et de la poésie, elle a commencé avec ça en fait, elle a commencé avec la radio et avec des chansons à la radio. Et que voilà, les chansons nous emmènent à lire des poèmes et puis ensuite on se muscle, c'est-à-dire la lecture réclame du muscle aussi, ça réclame de l'entraînement et que quand on n'est pas stimulé, qu'on n'est pas entraîné à ça, qu'on ne nous a pas transmis le plaisir de ça et l'importance de ça, on a un corps sans muscle. Après je cherche parce que il y a un livre que j'aime beaucoup lire et relire qui est en lisant en écrivant de Gracq et dans en lisant en écrivant il y a ce petit passage où il s'interroge sur ce qui forge l'écriture d'un écrivain et où il dit mais peut-être il faut aller chercher dans le tout venant des lectures de l'enfance et de l'adolescence. Et alors, en lisant ça, je me suis demandé, mais alors, quels étaient les livres? Donc, le tout venant, dans ce tout venant des lectures, oui, il y a la radio, il y a les chansons qui nous rentrent dans l'oreille, il y a quelques poèmes peut-être qu'on apprend effectivement à l'école. Et là aussi, en faisant le petit examen, soudain, il y a Caroline et Bruno.
qui est un livre qu'on lisait dans les années 80. Je connais pas ce texte. Je me souviens de ça, Caroline et Bruno. J'ai le souvenir de livres où il y avait beaucoup de pères, en fait, garçons-filles comme ça, de petits couples d'enfants, quoi. Et là, on dit, tiens, c'est marrant, parce que plusieurs de mes pièces jeunesse, on retrouve évidemment ce couple garçon-fille. Et surtout, les livres qui dominaient à la maison, c'était les catalogues de vente par correspondance. Et alors, pour moi, c'est devenu très clair, quoi, que la présence dans mes textes d'inventaire, de listes, j'aime à penser que ça vient de là. C'est de ce moment où on se mettait sur le tour de la table et on fantasmait des listes d'objets qu'on n'achèterait jamais. Et après ces épisodes-là, je crois que je suis rentré dans la lecture, en fait, bizarrement, mais enfin, non pas bizarrement, par le travail de l'acteur. Voilà, j'ai commencé à lire parce qu'il fallait jouer. Et qu'alors les premiers textes que j'ai lus avec appétit, avec gourmandise, avec joie, quoi, c'était des pièces de théâtre et c'était des livres lus, relus, annotés sur le travail de l'acteur. J'ai été acteur pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il y a eu une boulimie, vraiment une boulimie de plateau, du désir de comprendre. Est-ce que toi, tu as le souvenir d'une lecture, quelle qu'elle soit, même récente, qui, a changé aussi l'homme que tu étais, ton regard sur le monde, la façon dont tu envisageais les choses? Est-ce que ce sentiment d'urgence-là, que tu as connu d'abord par l'écriture, tu l'as ressenti aussi en tant que lecteur? Oui, il y a la découverte de poètes. Et puis il y a quelques essais. Okay. Il y a un essai auquel je fais souvent référence qui était C'est loin de moi de Clément Rosset, qui est un essai sur l'identité. Clément Rosset était un philosophe que j'ai beaucoup lu. C'est un essai par exemple que je conseille aussi moi beaucoup aux adolescents. Okay. C'est qu'il y a une limpidité dans le propos tenu, il y a un humour qui rend les enjeux du livre très clairs. Et qu'en lisant cet essai, dans la tentative d'approche, de compréhension de ce que c'est de ce qu'ils font d'une identité, il y a un peu trois parties dans le livre, comme ça. Dans la première partie, il essaie d'interroger l'identité intime ou personnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moi intime. Dans la deuxième partie, il s'intéresse à l'identité sociale, et dans la troisième partie, aux identités dites d'emprunt. Et dans ce découpage, moi j'ai reconnu beaucoup de choses autour desquelles je travaillais sans me les formuler de cette manière-là. Il dit une chose belle et juste, mais est-ce qu'au fond, l'identité personnelle n'est pas une chimère? Est-ce que, y compris dans les moments les plus intimes, est-ce que ça n'est pas l'identité sociale qui prime, en fait? Je reconnaissais ça, je me disais, oui, bien sûr que dans les moments d'intimité, je ne cesse pas d'être un écrivain. Je suis un papa, un écrivain, mais je suis encore un fils, donc je suis encore un fils qui élève des enfants. Mais dans la troisième partie du livre, les identités des autres, identité dans la fiction, les héros auxquels on s'identifie, etc. C'est vraiment ça, l'idée de l'identité d'emprunt, et que quand on est enfant et adolescent, on est dans un grand appétit, une gourmandise d'identité d'emprunt. On a besoin, pour se construire en permanence, d'aller se déposer sur l'épaule des autres, être réel ou de fiction, pour se constituer soi-même. La conclusion qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, hein, c'est que, dit, mais qu'au fond, il ose cette phrase, il dit, mais peut-être que moins on se connaît, mieux on se porte. Et c'est vraiment une pensée que je partage. Et c'est pour ça que les livres ont aujourd'hui une importance primordiale dans ma vie, tout simplement. Et c'est sur eux que j'ai envie de me renseigner. Tu vois, quand je me projette parfois, que je me dis peut-être qu'un jour viendra où vraiment je n'aurai plus besoin de ça. Je ne l'aperçois pas. Tu vois, il y a une chose je ne l'aperçois pas. Tsvetaeva a inventé comme ça un verbe composé, qui est le verbe vivre-écrire, avec un tiret entre vivre et écrire. C'est ça, quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'objet livre en lui-même? Est-ce que tu pourrais me raconter qu'est-ce qu'il y a dans ta bibliothèque ou dans tes bibliothèques? Comment est-elle rangée? Comment s'est-elle construite? J'ai encore une bibliothèque dans ma chambre à Modane, donc chez mes parents. Mes parents sont encore vivants. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a vraiment une première bibliothèque qui est là,
donc avec des livres lus il y a très longtemps. Ouais. Ceux que j'ai choisis, en fait, c'est ceux que j'ai conservés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, je vis maintenant à 7, et dans cette bibliothèque-là, il y a 250 livres à peu près, et ces livres-là sont... Il y a un peu les fétiches, en fait. C'est ceux qui régulièrement sont sur la table de travail. Ah oui, pas sur la table de chevet pour les relire avant de te coucher, la table de travail. Non, vraiment sur la table de travail. Il y a beaucoup de livres de poésie, il y a des essais. Non, j'aime quand la valise est lourde. Oui. Là, tu reprends un train tout à l'heure, par exemple, tu me disais que tu lisais plusieurs livres en même temps. C'est absurde. Que tu es en train de lire tout cela dans ta valise, tu es en train de les lire. Alors, non, j'ai pris quelques... Tu as pris quelques livres pour m'en parler? Oui, j'ai pris quelques livres. Ah, bah, c'est super, tu vas me les montrer. Alors oui, j'en ai quelques-uns. On va regarder. Qu'est-ce que j'ai... Donc voilà. Les conversations avec les Cohen. C'est ça. Le Poisson Scorpion de Nicolas Bouvier, tu peux en parler? Quand j'ai quitté Paris en 2000, pendant 3 ans, j'ai pas repris de domicile en fait, parce que j'ai quitté Paris en arrêtant d'être acteur, c'est-à-dire qu'il y avait un peu une double décision, c'est de partir d'ici et de ne plus jouer pour me consacrer uniquement à l'écriture. Pendant 10 mois, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. C'est-à-dire que j'ai écrit 5 pièces. Et pendant 3 ans, j'ai vraiment vécu avec une valise. Et puis ça, écrire. Une tentative qui aujourd'hui me revient de manière très, très forte. Hein. C'est d'être le plus loin possible de moi. Et dans ces années-là, en fait, j'ai beaucoup lu Nicolas Bouvier, L'usage du monde en premier, évidemment. Et à partir de la lecture de L'usage du monde, j'ai commencé à lire à peu près tout. Mais c'est pas L'usage du monde que tu as apporté aujourd'hui? Non, c'est le Poisson Scorpion. C'est le Poisson Scorpion, parce que le Poisson Scorpion, pour moi, et ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est le livre de la panne, quoi. C'est le livre où le voyage marche plus. Et cette chose du bord de la rupture, c'est une chose que moi j'ai pu ressentir aussi dans certains voyages loin, où la solitude devient tellement puissante qu'elle envahit tout et qu'on ne la domine plus. En fait, c'est une chose où on est vraiment dominé par elle, c'est-à-dire qu'elle se transforme en isolement et qu'on est un peu out, quoi. Et c'est ça qui me touche dans le livre beaucoup, moi. C'est quand soudain t'es au bord, quoi. Alors, ça c'est l'essai dont je te parlais tout à l'heure. Loin de moi de Clément Rosset. De Rosset. Ça m'a donné très envie de le lire. Les éditions de Minuit, d'accord. Voilà. Richard Brossigam, Mémoire sauvée du vent, dont tu parles dans le téléciel. Oui, j'ai pris Brossigam parce que j'évoque souvent cette idée de l'écrivain ou de l'écrivaine ami. Ami, ça veut dire quelqu'un dont on se dit au-delà, encore une fois, au-delà des livres, on s'invente une amitié avec cet écrivain, cette écrivaine. C'est celui dont peut-être l'attitude vis-à-vis de l'écriture me semble la plus embrassable. Je crois aussi une sorte d'addiction à ça, et en même temps une distance, un humour qui est jamais cynique, qui est une chose qui est drôle, tendre à la fois. Il y a une très grande complexité qui ne paraît pas complexe. Arabal, la lettre au général Franco. Ok. Ouais. Alors je t'écoute. Tu connais ce texte ou pas? Pas du tout. C'est alors. Lettre envoyée par Arabal à Franco le 18 mars 71. Une lettre qu'il a réellement envoyée à Franco. Qui est pour moi une lettre. C'est une lettre qui m'a fait pleurer. C'est tellement intelligent. C'est une lettre qui est une déclaration, comme une déclaration d'amour en fait. C'est qu'il arrive à transformer toute la violence, la colère, la rancœur, l'amertume en une sorte de tendresse qui devient hyper vénéneuse, quoi. Pour moi, c'est un des textes politiques les plus forts et les plus intelligents que j'ai lus, quoi. T'en parles avec beaucoup d'émotion. C'est vraiment un très beau texte. Est-ce que tu serais d'accord pour juste lire le début, là, du texte? Et tu t'arrêtes quand tu veux, bien sûr. Paris, 18 mars 1971. Don Francisco Franco, Palacio del Pardo, Espagne. Excellence,
Je vous écris cette lettre avec amour, sans la plus légère ombre de haine ou de rancœur. Il me faut vous dire que vous êtes l'homme qui m'a causé le plus de mal. J'ai grand peur en commençant à vous écrire. Je crains que cette modeste lettre, qui émeut tout mon être, soit trop fragile pour vous atteindre, qu'elle n'arrive pas entre vos mains. Je crois que vous souffrez infiniment. Seul un être qui ressent une telle souffrance peut imposer tant de douleur autour de lui. La douleur règne non seulement sur votre vie d'homme politique et de soldat, mais jusque sur vos distractions. Vous peignez des naufrages et votre jeu favori est de tuer des lapins, des pigeons ou des thons. Dans votre biographie, que de cadavres. En Afrique, aux Asturies, pendant la guerre civile et l'après-guerre. Toute votre vie couverte par la moisissure du deuil. Je vous imagine cerné de colombes sans pattes, de guirlandes noires, de rêves qui grincent le sang et la mort. Je souhaite que vous vous transformiez, que vous changiez, que vous vous sauviez, oui, c'est-à-dire que vous soyez heureux enfin, que vous renonciez au monde de répression, de haine, de geôle, de bons et de méchants qui présentement vous entourent. C'est incroyable. C'est très très beau. J'ai publié ma première pièce en 98. C'était le jardin de Beeman, qui a été édité à l'École des loisirs par Brigitte Nadja. Et la semaine où j'ai reçu ce texte, j'étais à un concert de Gianmaria Testa. Je sais pas, tu vois qui c'est, Gianmaria Testa. Gianmaria Testa il est mort, mais Gianmaria, il était chanteur italien. Et par ailleurs, il était chef de gare. C'est-à-dire qu'il est resté pendant presque jusqu'à la fin de sa vie, à la fois chanteur et chef de gare. Et j'aime vraiment beaucoup ce chanteur. J'ai été voir Gianmaria Testa en concert. Et puis le lendemain, c'était samedi, donc je rentrais chez moi en Savoie en train. Et dans le train, en fait, je vais prendre un café à la voiture bar et il est là. Oh. Et j'avais la cassette du concert. Et je retourne à ma place et je vais chercher la cassette. Et puis il est en train de prendre son café et je viens et je pose juste la cassette entre nous deux comme ça. Et puis il a une chose très belle. Il fait oh. Puis il me regarde. Il explique en italien. Je lui dis voilà, j'étais au concert hier soir. Je suis là. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot? Et il me met un petit mot. J'avais mes 10 justificatifs de la pièce du Jardin de Beeman, donc dans ma valise. Et puis je prends un exemplaire, je me suis dit je vais lui donner. Et je retourne, je vais à sa place et j'arrive et je dis excusez-moi, tenez, c'est pour vous, c'est mon premier texte. Et puis on a discuté, il était hyper tendre, vraiment magnifique des coups de générosité. Donc il a pris la pièce avec lui. Et puis on s'est retrouvés des années plus tard parce que Gianmaria Testa a pendant plusieurs années tourné un récital avec Harry De Luca. Okay. Et on a accueilli à la Comédie de Reims quand j'étais auteur associé là-bas. Il y avait un festival qui s'appelait Reims à scène ouverte, dans lequel on accueillait beaucoup de poètes du monde entier. Et Gianmaria Testa et Harry De Luca sont revenus, on s'est retrouvés donc on a évoqué cette première rencontre dont il a de souvenir. Alors passons au passeport littéraire. Fabrice, si tu étais un titre de livre. Vivre, écrire. Si tu étais un héros ou une héroïne de roman ou de pièce de théâtre. Don Quichotte. Don Quichotte, mais j'adore Don Quichotte, pourquoi? mais pour ce que le personnage représente d'irrésolu dans ce dialogue impossible entre réel et fiction, quoi. Pour quelque chose de il y a ça dans les conversations, les entretiens là, de Cohen. Mais il parle très souvent du don d'agir, en fait. Voilà, que nous sommes toutes dépositaires de ce don, du don d'agir, de la possibilité de l'action. Et que c'est ça aussi qui me touche, je pense, chez Quichotte, c'est comment il se pousse à l'action, comment il est poussé à l'action, et qu'il y a quelque chose à la fois d'une volonté de réparation, d'un espoir qui le porte. C'est aussi tellement le personnage de la fantaisie. Voilà un terme qui
qui est important pour moi et qu'on regarde bizarrement en France. Et je trouve que Quichotte, c'est vraiment c'est toute la puissance politique aussi de ce terme-là qui l'incarne. C'est notre capacité à déformer les images. Et qu'alors, si on l'applique à la réalité, c'est vraiment par la fantaisie qu'on accède à l'imagination et que par l'imagination qu'on accède à l'invention. Et c'est pour ça aussi que c'est un personnage que je trouve très intemporel, puissant, nécessaire. Est-ce que parmi tous les textes que tu as lus, les pièces ou les romans, il y en a un qui pour toi est la plus belle histoire d'amour jamais écrite? C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est une qui m'a vraiment touché, c'est Les Souterrains de Kerouac. Voilà. Voilà, qui est une histoire d'amour de Léo Persepied et Mardou Fox dans beaucoup de nuits américaines, de boîtes avec du jazz, la fête, l'alcool. Et c'est un roman que Kerouac a écrit sous benzédrine en 24 heures. Ok. Voilà. Et ce roman, et évidemment le contexte d'écriture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Oui. Et que c'est beaucoup en découvrant l'existence de ce roman et du contexte d'écriture que j'ai eu, moi, envie aussi d'un rapport parfois, souvent athlétique à l'écriture. Tu as beaucoup utilisé le mot muscle, c'est vrai, dans cette discussion du coup de oui. Physique en fait. Mais c'est vrai aussi pour moi de la lecture. Ouais. Mais je crois que j'attends aussi de prouver un autre corps dans le temps de la lecture. Ouais, c'est une des grâces, elle est là aussi. Je crois pas que le livre s'adresse uniquement à l'esprit, à l'intellect. Ça, je crois que c'est vraiment un espace de sensation aussi. Est-ce qu'il y a un auteur, une autrice que tu aurais aimé, que tu regrettes de ne pas avoir rencontré? Tu hésites? Tu peux en citer plusieurs, vous avez le droit de faire un dîner à plusieurs. Alors, Duras. Marguerite Duras. Ouais. Moi, j'ai beaucoup lu Duras et j'ai beaucoup écouté Duras aussi dans des entretiens et que je suis souvent frappé en fait par la fermeté du propos. C'est moi que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et qu'il y a des points de vue que je trouve par ailleurs contestables. Et qu'alors évidemment ça m'intéresserait énormément de pouvoir parler de ce qui peut nous opposer éventuellement. Je suis très admiratif de l'apparente simplicité et de l'immense complexité à la fois du style et de la pensée sur la littérature. Mais de la même manière, quand je disais que j'hésitais, j'aurais pu citer Barthes par exemple. Voilà. Qui justement n'était pas très bien considéré par Duras. Et ça pourrait être un sujet d'ailleurs dont j'aurais aimé débattre. C'est pourquoi le sentiment quand elle parle de fragments du discours amoureux, qu'elle n'arrive pas à créditer le livre, qu'elle le trouve très intelligent, mais qu'au fond elle a le sentiment que pour elle c'est difficile que cet homme-là écrive ce livre-là. Voilà, ça fait partie des sujets dont j'aurais bien voulu discuter. C'est le degré zéro de l'écriture, c'est le plaisir du texte, qui sont deux essais auxquels je reviens souvent. C'est tous les entretiens autour de l'art du roman en fait. Voilà, alors peut-être Duras, Barthes et puis Shakespeare, ce serait pas mal aussi si tu peux organiser un rendez-vous. Je note, voilà. Tu peux noter ça. Ouais. Voilà. Oui. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, sans savoir qu'elle sera pour toi. C'est une question à l'inconnu. C'est Frédéric Paulin, qui est auteur notamment de Nul et Demi comme un frère dont on a parlé hier, qui était mon précédent invité et qui te pose la question suivante. Est-ce que le dernier livre que tu as écrit était nécessaire? Eh bien, alors, le dernier texte que j'ai écrit, je l'ai terminé hier, juste avant de venir te retrouver à la librairie. Je viens de terminer un monologue qui s'intitule Rose au sac à main. Rose au sac à main, c'est un monologue inspiré de la personne de Rose Amar, qui était l'épouse de Paul Amar. Paul Amar était un artiste brut, connu, célèbre pour ses sculptures de coquillages. Grande complexité, d'une grande ambition et des sculptures que j'aime énormément. Alors pourquoi Rose? Parce que
les quelques vidéos qu'on peut trouver sur internet, par exemple, où on les voit tous les deux, on la voit toujours un peu planquée derrière son sac et derrière les sculptures de Paul. Il y a quelques images où on la voit prendre la parole et s'exprimer sur le travail de son mari. Et j'avais envie, moi, de creuser ce personnage-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est mais de la même manière que si je devais écrire sur le facteur cheval, ce qui m'intéresse, moi, c'est sa femme. C'est celle qui est témoin de l'œuvre en train de se constituer et qui est aussi le soutien. Et qu'on sait bien que l'œuvre, elle advient par la femme dans l'ombre. Aussi par la femme dans l'ombre et pas seulement par l'artiste dans la lumière. Et que il me semblait qu'il y avait un personnage qui était riche et l'écriture du monologue, ça l'a plongé, m'a confirmé ça. Est-ce que le texte était nécessaire pour répondre à Frédéric ? Alors oui, bien sûr. Sinon, je n'écrirais pas. C'est aussi là que l'art brut est passionnant pour des artistes. C'est que si on s'en tient à l'acception la plus courante aujourd'hui, c'est-à-dire des artistes qui créent sans jamais se préoccuper de la question du récepteur. Et c'est une question que je me pose mais très régulièrement. Est-ce que si je n'étais pas publié, si je ne l'étais plus, si aucun éditeur ni plus aucun lecteur ne s'intéressait à ce que j'écris, est-ce que j'écrirais quand même ? Et pour l'instant, chaque jour, je réponds oui. Je réponds oui, c'est pas ça. J'aimerais que la vie soit suffisante. C'est que j'aimerais pouvoir juste être, s'il y a une terrasse, regarder les gens et me dire c'est bien comme ça. Que pour l'instant, depuis 40 ans, plus que ça, il y a cette addiction, c'est sûr. Il y a cette incapacité à prendre, à accepter la vie comme elle est. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi sans que tu saches qui il ou elle sera. Est-ce que tu as réfléchi à la question ? Oui. Alors c'est vraiment une question sur le livre. C'est à quoi ressemblera un livre en 2068 ? J'ai une toute dernière question, après je te laisse tranquille. Okay. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé ou des textes dont tu ne m'as pas parlé, il y en a un dont tu me conseilles la lecture à moi personnellement ? Ce serait un recueil de poèmes d'Annie Lebrun qui s'appelle Ombre pour ombre, qui sont les premiers poèmes en fait, écrits à partir de 67 je crois. Peut-être avant même. Ombre pour ombre. Il y a quand même peu de regards aussi acérés, je trouve, dans la littérature que celui d'Annie Lebrun quand même. Il y a un lyrisme absolument revendiqué, avec une force de combat et il y a un printemps aussi dans ces poèmes. Un printemps. Et je continue de croire, et sinon je ne serais pas, encore une fois, hanté par écrire. Je continue de croire que oui, comme je l'ai vérifié quand j'avais 11 ans, eh bien, un vers, un poème peut changer le regard de quelqu'un, et plus que le regard, peut justement venir alimenter le don d'agir. Un grand merci pour cet entretien, c'était super Fabrice. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. C'était le nouvel épisode des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Fabrice Melchior. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgenskilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et belle journée dans les livres.